Chaque fois qu'on allume un smartphone, qu'on lance une application, on active sans même y penser un monde d'une complexité folle, un monde totalement invisible. C'est celui de la conception des circuits, là où de simples idées deviennent la technologie qui rythme nos vies. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment tout ça fonctionne. C'est parti. Ah, regardez-moi ça. C'est ce qu'on appelle un wafer, une fine galette de silicium qui contient des centaines de microprocesseurs, de vrais cerveaux électroniques. Et chacun d'entre eux est le résultat d'un voyage absolument incroyable. Un voyage qui part de l'imagination humaine pour finir gravé dans la matière. On va faire ce voyage ensemble. Mais avant de décoller, revenons à la base. Un circuit, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simple, c'est un chemin pour l'électricité. Comme le dit Autodesk, c'est juste un ensemble de composants connectés les uns aux autres qui permettent au courant de passer pour faire un travail. C'est vraiment la brique de base de toute l'électronique. Alors, voici le programme de notre exploration. On va d'abord parler du plan de base, le schéma. Ensuite, on va voir qu'il existe deux grandes familles de circuits, l'analogique et le numérique. Après ça, on suivra le parcours fascinant qui va du virtuel au réel jusqu'à la carte physique. Puis, on plongera dans le monde microscopique de la puce électronique. Et à la fin, on récapitulera tout ce chemin parcouru. Tout, absolument tout, commence par le schéma. Et ce n'est pas juste un dessin, c'est le véritable langage universel qui permet aux ingénieurs du monde entier de se comprendre, de partager leurs idées avec une précision absolue. Et il y a un secret, une astuce de pro pour ne pas se noyer dans la complexité. Au lieu de regarder chaque petite pièce une par une, les experts pensent en blocs fonctionnels. Voilà le bloc alimentation, ici le bloc de traitement. C'est une manière beaucoup plus intelligente de gérer des designs qui peuvent être très très complexes. Donc l'idée à retenir, c'est vraiment ça. Le schéma, c'est le plan d'architecte du circuit. Il dit tout. Où va chaque composant, comment ils sont connectés, leurs valeurs. Sans un bon schéma, c'est simple, le projet est voué à l'échec. Et pour lire ce langage, il faut connaître son alphabet. En fait, avec seulement 5 symboles de base, on peut déjà comprendre une bonne partie des schémas. On a la résistance, qui agit comme un frein pour le courant, le condensateur, qui est une sorte de mini-batterie, la diode, qui est un sens unique pour l'électricité, et enfin l'alimentation et la masse, qui sont en quelque sorte les pôles plus et moins du circuit. Bon, maintenant qu'on a le plan, il faut faire un choix fondamental. Et là, on entre dans deux univers très différents, deux philosophies qui s'opposent un peu, mais qui surtout se complètent, le monde de l'analogique et celui du numérique. La différence est énorme. Un circuit analogique, ça travaille avec des signaux qui varient tout le temps, en continu, un peu comme le bouton de volume d'une vieille radio. C'est très précis, mais aussi très sensible aux perturbations, au bruit. Le numérique, lui, c'est du binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1. C'est tout ou rien. C'est peut-être moins nuancé, mais c'est incroyablement plus costaud face aux interférences. Et évidemment, cette différence change tout dans la façon de concevoir. En analogique, la loi d'Ohm est reine, on pense amplification, filtrage, la pureté du signal est la priorité absolue, notamment pour le médical. En numérique, c'est l'algèbre de Boole qui commande, une logique basée sur vrai ou faux, 1 ou 0. Et là, ce qui compte le plus, c'est la vitesse et la faible consommation d'énergie, ce qui est crucial pour nos smartphones et nos ordinateurs portables. Ok, on a notre plan, on a choisi notre approche, analogique ou numérique. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On va transformer ce concept abstrait en un objet bien réel, un objet qu'on peut tenir dans la main. Et souvent, ça commence comme ça. Un simple croquis, une idée jetée sur un bout de papier. Cette image illustre parfaitement cette première étape. On prend ce gribouillis et, à l'aide d'un logiciel spécialisé, on le transforme en un schéma numérique propre et standardisé. Mais attention, on ne se met pas à construire tout de suite. Ce serait bien trop cher et risqué. La prochaine étape, c'est la simulation. Des logiciels comme LT-Spice sont de véritables simulateurs de vol pour les circuits. Ils permettent de tester le design dans toutes les conditions possibles, de trouver les erreurs et de les corriger, le tout virtuellement, sans souder le moindre composant. Une fois que le design est validé par la simulation, une nouvelle transformation a lieu. Le schéma, qui était une représentation purement logique, devient un plan d'aménagement physique. On décide de l'emplacement de chaque composant dans l'espace. C'est la naissance de la carte de circuit imprimé, le fameux PCB. Pour bien visualiser, il y a une analogie qui marche très bien. Il faut imaginer le PCB comme le plan d'une ville. La carte verte, c'est le territoire. Les composants, ce sont les bâtiments, les maisons, les usines. Et les fines pistes de cuivre, ce sont les routes et les autoroutes qui relient tout ce petit monde et permettent à l'énergie et à l'information de circuler. C'est de l'urbanisme miniature.
Maintenant, on quitte le monde de la carte, qu'on peut encore voir à l'œil nu, pour plonger dans un univers infiniment plus petit. Le monde de la puce, du circuit intégré. Et là, l'ingénierie se transforme presque en art. Pour bien comprendre l'échelle dont on parle, ce chiffre du CEA est assez parlant. Bientôt plus d'1 milliard de transistors sur une seule puce. 1 milliard. C'est 1 milliard de petits interrupteurs qui travaillent ensemble sur une surface minuscule. C'est juste vertigineux. Mais comment est-ce qu'on arrive à graver des choses aussi petites? Le secret, c'est un procédé appelé la photolithographie. En gros, c'est une sorte de photographie de très haute précision. D'abord, on prépare la surface du silicium, ensuite on utilise un masque, comme un pochoir, et de la lumière pour y imprimer le dessin du circuit. Après, on utilise des produits chimiques pour graver les zones qui ont été exposées, et enfin, on dope le silicium, c'est-à-dire qu'on y injecte des atomes pour qu'ils deviennent conducteurs. Et on répète ça des dizaines et des dizaines de fois, couche par couche. Voilà, on a vu toutes les grandes étapes. Maintenant, prenons un peu de recul pour admirer le voyage dans son ensemble, de la simple idée jusqu'à l'objet fini qui se trouve dans nos appareils. Tout part d'une étincelle, d'une idée. Cette idée devient un plan formel, le schéma. Ce plan est ensuite testé et validé dans le monde virtuel grâce à la simulation. Puis il se matérialise en une carte physique, le PCB, et pour les cas les plus complexes, il est miniaturisé à l'extrême pour devenir une puce gravée dans le silicium. Et le moteur derrière cette course folle à la miniaturisation, il a un nom, la loi de Moore. C'est cette observation qui est devenue une sorte de prophétie qui dit que le nombre de transistors sur une puce double à peu près tous les 2 ans. C'est grâce à ça que l'ordinateur qui remplissait une pièce entière il y a 50 ans tient aujourd'hui dans une poche et nous donne notre position GPS en 1 seconde. Ce qui nous amène à la question finale. Chaque circuit qu'on a vu, c'est une preuve du génie humain. Mais alors qu'on se rapproche des limites physiques de l'atome, la grande question c'est jusqu'où cette quête de l'infiniment petit peut-elle nous mener? La prochaine révolution technologique est certainement déjà en train de se dessiner.